Merci. Merci d'être là. L'après-midi avance, mais je vois que vous êtes toujours là. Pour moi, un grand plaisir d'être là avec vous et de parler. Bon, c'est la deuxième étape de mon organisation, organiser et ensuite parler. Et donc, ma question était, et j'ai pas d'image, donc je vais vous lire mon texte. Non, mais pour une historienne d'art, c'est un défi. Et donc, de quoi parlons-nous et de quel tournant parlons-nous, parce que c'est de ça dont je veux vous parler, de ces expériences de subjectivité nomade qui sont induites par l'art et qui nécessitent, ce que j'ai rapidement présenté jeudi à la table ronde, une méthodologie de l'engagement. Alors, c'est très bien qu'Aurélie nous ait présenté des œuvres qui nécessitaient cet engagement. Alors, je vais essayer de méthodologiser cet engagement de l'expérience. Donc, depuis les années 60, les arts médiatiques ont été un espace privilégié, vous le savez, pour les représentations critiques du corps, qui sont réalistes, morcelées, des cyborgs qui déjouent l'identification, ou au contraire, qui sont des autoportraits, des autoreprésentations, des autobiographies, des autofictions. Alors, loin d'être innocentes, ces représentations sollicitent directement le spectateur, le renvoient à sa propre condition de sujet existentiel, mais aussi à son statut de sujet culturel. Alors, le corps représenté mettait à l'épreuve, dans une relation intersubjective, le corps vécu, celui que décrit la phénoménologie. L'art cherchait alors à faire valoir une posture constructiviste au sein de laquelle le corps était malléable, une construction sociale et dynamique, un lieu de paradoxe où pouvaient se performer des identités transitoires. Alors, les sollicitations polysensorielles de l'interactivité dans les arts numériques ont également accentué cet engagement intersubjectif du spectateur, en partie amorcé par les représentations du corps médiatique. Alors, on le sait, tout le monde l'a dit, mais on le répète quand même, le numérique est interactif, il est performatif. C'est une perspective qui s'inscrit dans une conception pragmatique de la relation à l'objet d'art. Participation, esthétique relationnelle, immersion, praticabilité, performation, plusieurs termes de la critique ont été proposés afin de cerner ce phénomène. Et bien que la technologie, vous l'aviez compris, n'en soit pas une condition essentielle, celle-ci a tout de même été un des principaux véhicules de cette interactivité depuis le milieu du 20e siècle. Alors, dans les pratiques contemporaines de l'histoire de l'art, méthodologiquement, les tournants, on parle du tournant linguistique, du tournant pictural ou iconique, du tournant affectif, Louis-Claude Paquin parlait du tournant somatique ou performatif, ont été des moments de changement au sein de la discipline qui ont réorienté nos stratégies et ont remis en question nos manières de faire. Donc, ils ont contesté plusieurs réflexes de la théorie. Donc, j'en résume rapidement quelques-uns ici. La neutralité, l'actualité du discours de l'histoire qui était remis en question par le tournant linguistique, la prévalence du modèle linguistique sur l'image qui était le but du tournant iconique, ou encore la prévalence de la rationalité sur le ressenti, ce que voulait faire valoir le tournant affectif. Donc, je résumerai ici rapidement quelques déplacements de l'attention, je mets ça entre guillemets, que ces tournants ont généré pour présenter les paramètres des théories critiques sur les œuvres contemporaines, notamment celles qui mettent à l'épreuve les sensorialités et qui requièrent, comme le mentionnent à juste titre Emmanuel Mahé et Samuel Bianchini, un engagement dont Aurélie Lévy vient de parler. Alors, le premier constat, c'est qu'il y a un long chemin qui a été parcouru pour reconnaître l'agentivité du sujet producteur de savoir dans les sciences et l'expérience incarnées comme source de connaissances. Alors, les travaux de plusieurs philosophes contemporains ont ouvert la voie aux méthodologies de recherche post-positivistes, lesquelles questionnent les modes d'organisation interne des connaissances en attribuant justement à la subjectivité du chercheur un rôle déterminant dans la production de savoir. Alors, plusieurs approches fondatrices des théories de l'interprétation déjà plaçaient le chercheur au centre de ce processus de découverte. Pensons à la phénoménologie, à l'herméneutique, la sémiologie, la psychanalyse, l'heuristique et bien sûr, plus récemment, l'autopoïétique, l'auto-ethnographie, l'auto-histoire.
Alors, on peut aujourd'hui résumer rapidement les acquis de ces théories du sujet. Qu'est-ce qu'elles ont fait à la science? Elles ont permis d'inclure l'énonciation au cœur du processus de découverte. Elles permettent aussi d'admettre la relativité des points de vue, reconnaître une déperdition relative de la posture d'autorité face au savoir et par conséquent, si on pousse la logique jusqu'au bout, remettre en question la connaissance comme savoir figé et la considérer comme valant pour un moment et un contexte particulier. Donc, nous sommes dans une ère des savoirs transitoires et la meilleure des propositions sera celle qui tiendra la route jusqu'à ce qu'une meilleure ou une autre la remplace. Mais force est de constater que ces acquis ne réussissent qu'en partie à rendre compte de la transformation de la réception à l'ère du numérique, où interactivité, immersion, sollicitation multisensorielle, nous l'avons abondamment vu, sont souvent l'architecture à la base de l'expérience esthétique. Donc, les arts interactifs ont forcé cette ouverture vers le sujet critique qui raconte son expérience. Le critique ou la critique est un sujet appareillé. C'est son corps qui est sollicité et qui s'agite au contact de la proposition artistique. Donc, toute neutralité axiologique de son discours demeure ainsi pur effet de rhétorique. Dans mon champ d'expertise, le sensoriel est encore pensé, je l'ai dit jeudi, sous l'hégémonie du regard, alors que c'est toute la polysensorialité qui est sollicitée par cette plasticité hétérogène des arts interactifs. Alors, j'en arrive à un premier constat. Une fois le sujet installé dans une subjectivité scientifique légitime, il reste encore à développer un vocabulaire justement à la mesure de cette sensorialité agentive. Un déplacement de l'attention doit impérativement être fait du langage vers la vision, héritage du tournant linguistique, pour mettre en vision une expérience plus holiste du corps qui saura inclure sensation, action et cognition. Cela aura pour résultat un second changement de perspective sur ce qui fait art. Ainsi, la notion d'objet ou d'œuvre d'art externe au sujet et plus ou moins pérenne devient beaucoup moins pertinente que celle d'expérience, plus englobante, qui devient le nouveau lieu de l'art. Il n'y aurait donc plus d'objet fini externe au sujet énonciateur du discours critique. L'art doit être compris comme invitation et potentialité. Un second constat donc découlant du premier. Et les discours académiques qui en rendent compte nécessairement sont ceux de ces états d'être éprouvés à travers la proposition artistique des récits de cet engagement. À mon avis, le tournant affectif représente un pas important vers ces récits de l'engagement. La factualité de l'histoire ou de l'histoire de l'art s'efface pour laisser place au ton du ressenti. Cette approche valorise l'expérience du corps et des émotions et préconise que les affects sont socialement transmissibles. Elle attribue aussi à la technologie un rôle déterminant dans les expériences du corps. Le tournant affectif nous a permis de penser le corps comme partie prenante d'une écologie culturelle et sociale, rompant aussi avec les perspectives essentialistes qui l'avaient longtemps définie. Alors, je vais peut-être passer il me reste combien de temps? 12 minutes. Ah, bon. Le terme de cybercorporéité désigne précisément... non, 9 minutes. 9 minutes, OK. J'étais entre la joie et la restriction. Donc, je passe ma parenthèse sur la cybercorporéité dont on a abondamment parlé. Il me paraît important aujourd'hui de rappeler que le numérique est bel et bien une entité matérielle, on l'a dit depuis aussi jeudi, qui a des effets dans le monde tangible. Ce que Merleau-Ponty appelait la chair du monde, cette zone de contact entre le sujet et le monde, ne se dissipe aucunement dans notre rapport au numérique. Elle persiste, voire s'amplifie. Cette conception offre, à mon avis, un complément intéressant à la tradition conceptuelle encore persistante, héritée elle aussi des années 70, à ce monde lisible et visible et à ces invitations artistiques qui ont abondamment recours au prototexte pour assurer leur intelligibilité, se greffe une sensibilité aux modalités de plus en plus complexes, lequel devient fondement de la représentation.
Donc, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Plusieurs notions servent à décrire dans les arts interactifs ce qui est demandé au spectateur. La série de gestes, l'action corporelle en prise avec le dispositif, l'implication, l'engagement du corps, un investissement physique et émotif. Performation et théâtre d'opération sont deux notions chez Samuel Bianchini qui sont héritières de la pragmatique, ou encore la notion de praticabilité que Emmanuel Mahé et Jean-Paul Fourmentreau expliquent dans leurs ouvrages, permettent de penser l'interactivité au-delà des fonctionnalités en valorisant le principe de réactivité. Le discours théorique et critique dont on doit donc autant tenir compte du processus que du résultat, de ce que nous avons à faire autant que de ce qui est produit par ces actions. Or, si cette posture est évidente pour les théories de la création et pour les artistes, elle demeure encore très discrète dans les théories de la réception, un troisième constat ou paramètre à considérer ici. Les œuvres praticables, écrit Emmanuel Mahé, déjouent toute posture extérieure de réception et placent le sujet récepteur au centre de l'action. Ces réactions ayant un impact déterminant dans le déroulement de l'expérience. On joue de l'art comme on joue d'un instrument. Mais ces états d'être sont des expériences vécues. La relation à l'art praticable n'est jamais et ne sera jamais celle de notre relation au monde. On demeure ici dans la mise en scène et dans le spectacle. L'interlocuteur est une image, le danger n'est pas réel, l'outil et la quête sont factices. Il serait naïf d'ignorer la forte médiation générée par le dispositif qui maintient encore souvent le corps dans un état de distanciation de nécessité qui demande des précautions dans les gestes les plus anodins. Si vous avez fait des dispositifs de VR jeudi soir, vous avez vécu cette expérience-là. Donc, dans plusieurs de ces cas, même, le jeu va demeurer laborieux. Alors, je ne veux pas nécessairement critiquer l'industrie de la réalité augmentée, et puis je dois reconnaître qu'il y a quelques trouvailles astucieuses, mais je veux simplement dire que souvent, on est immergé dans des réalités qui sont paradoxales. Alors, on bouge en sachant qu'on n'est pas vraiment là où on se trouve, on sent ses bras sans qu'on les voit, on demeure dans une hyper-conscience de son corps, de peur de faire un geste trop brusque, tout en ressentant du même coup des effets aigus directement sur ce corps. Incorporé, donc, c'est ce que j'entends un peu par expérience paradoxale. Elles font cohabiter des contraires, des éléments pensés comme exclusifs. Alors, les paradoxes, dont le rôle dialectique participe pleinement à la résolution de problèmes complexes, sont souvent perçus dans le cadre des dissertations académiques comme pointant une faille logique du raisonnement. Il m'apparaît important de souligner qu'une méthodologie de l'engagement ne doit pas soumettre trop le discours à cette pression de cohérence et accepter et valoriser l'entre-deux sémiotique où la coïncidence des opposés et le paradoxe permettront justement de rendre compte de cette complexité expérientielle. Donc, ce serait un quatrième paramètre à considérer. Alors, je vais terminer par un dernier constat, celui qui concerne la nécessité d'une posture située de recherche dont j'ai aussi parlé rapidement jeudi. Alors, cette posture située du chercheur qui est initiée par les études postcoloniales, féministes sur le genre et le queer, se déploie maintenant dans la plupart des démarches autoréflexives en art et en sciences humaines. Alors, quels sont les paramètres qui nous définissent comme chercheurs? Quelles convictions nous animent? Quel est notre horizon théorique? Quelles sont nos influences? Toutes ces questions deviennent des questions inaugurales de la conscience méthodologique. La formation, les expériences, l'imaginaire théorique et l'encyclopédie personnelle orientent nécessairement les choix, les stratégies et les résultats de la recherche. Identifier ces points de vue devient indispensable à une méthodologie de l'engagement. Or, cette posture située comprend elle aussi son propre piège essentialiste, celui de la légitimité de parole et de l'appropriation, le danger de l'appropriation. Quelle parole est autorisée pour quel sujet? Une question délicate, on l'a vu récemment dans les médias, mais une question fréquente qui anime les chercheurs que j'accompagne,
dans les cours de méthodologie notamment, et auxquels je n'ai d'autre réponse que celle de la lucidité métacognitive. Reconnaître le phénomène sera déjà un pas. Enfin, il faut garder en tête que les méthodologies de l'engagement sont destinées à des études à petite échelle et intimistes, qui ne visent pas nécessairement des applications externes, ni à expliquer des systèmes ou des schèmes globaux, ni même établir des principes communs. Elles produisent des résultats pour un contexte précis, modeste certes, mais libre et libéré des devoirs de vérité et d'universalité. Merci. Merci beaucoup.